18h17, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Rachel Kahn, Jonathan Sixou, Olivier Benkemoun, Michel Fayad, Éric Revel toujours présents. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Brosse qui va nous éclairer, qui va peut-être nous déprimer aussi. J'ai un peu peur de ce qu'on s'est dit pendant la pub. Monsieur Brosse, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. On va évoquer cette question de la pénurie des carburants. En tout cas, est-elle en train de se dessiner? Je rappelle que le gouvernement a indiqué en fin de semaine que 12% des stations-service du pays étaient en pénurie d'au moins un carburant. Ce matin, on parlait de 18% déjà, chiffre accentué notamment par le week-end de Pâques. Des pénuries dans les stations Total Énergie qui ont été prises d'assaut parce que les prix ont été figés, bloqués jusqu'à demain. On est à un gasoil dans les stations Total à 2,09, le super sans-plomb à 1,99, mais ça va beaucoup plus haut dans les stations qui n'ont pas proposé ce prix plafond. Justement, reportage d'abord avec une équipe et Julia Ferrante pour CNews dans une station-service d'Île-de-France. Regardez. Oui, effectivement, nous nous trouvons, Jean-Laurent et moi, devant cette station essence Total où il n'y a plus du tout de carburant. Alors, ce n'est pas la seule station Total à être dans cette situation. Nous en avons comptabilisé plusieurs en tension depuis ce matin. Un phénomène qui peut s'expliquer par les prix plafonnés par l'enseigne à 1,99 € le litre d'essence et 2,09 € le litre de diesel, et ce jusqu'à demain. Alors, on peut supposer que les automobilistes en ont profité pour faire des réserves de carburant à ces prix-là. La station derrière nous est donc fantôme depuis ce matin, alors que juste en face, lorsqu'on traverse de l'autre côté de la route, la station Esso, où les prix ne sont pas plafonnés, a vu une queue se former depuis ce matin. Nous avons d'ailleurs pu échanger avec certains de ces automobilistes qui se servaient à la pompe. Je vous propose d'ailleurs d'écouter leur réaction. Je fais pas mal le trajet Paris-Lyon et donc il me faut de l'essence pour le faire et j'ai peur de pas en retrouver pour revenir par exemple. Moi je crains que ça monte, que ça ne va pas s'arrêter. Qu'on le veuille ou pas, on est impacté par ce qui se passe très loin de chez nous. Là vraiment c'est la première fois où je me retrouve dans une situation où devoir abandonner mon véhicule. Le plus dérangeant c'est d'avoir des pénuries où tout le monde se rue sur les stations essence alors qu'ils n'ont pas forcément besoin. C'est juste par gage de sécurité, la peur de manquer. Voilà, vous venez de l'entendre, les automobilistes sont très inquiets quant à l'augmentation des prix des différents carburants qui ont dépassé les 2 € le litre depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Cette prise de température du moral des Français autour du carburant, à Issy-les-Moulineaux précisément. Thierry Brosse, il y a eu des annonces faites par le gouvernement, très ciblées, ce pré-flash pour des secteurs d'activité très précis. A priori, ça risque pas d'apaiser la colère qui gronde face à cette flambée des prix. Je vais trahir ce que vous m'avez dit pendant la pub tout à l'heure, alors que vous arriviez sur le plateau. Si ça continue comme ça, dans 3-4 mois, on est à 4 € le litre. Oui, parce qu'en fait, ce que vous voyez, c'est une vraie crise énergétique, qu'elle soit pétrolière et gazière, et que l'on peut comparer à celle de 1973. Si vous regardez ce qui nous manque en barils de pétrole sur le mix énergétique mondial, c'est de l'ordre de 4%. Alors 4%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme, puisqu'il n'y a aucune flexibilité dans le domaine énergétique. Et 4%, c'est ce qu'on avait perdu en 1973 avec la crise pétrolière. Donc on est à peu près au même niveau, et donc les prix aujourd'hui n'ont finalement pas beaucoup bougé, contrairement à ce que vous pouvez penser. C'est-à-dire que si on regardait que il faut regarder quand même, quand vous vous baladez dans les rues de Paris ou ailleurs en France, les panneaux qui indiquent les prix vont bouger, pardon. Oui, mais si vous regardez par rapport à la crise de 2022, les prix avaient beaucoup plus bougé alors qu'on n'avait pas perdu de pétrole russe. Or là, on a vraiment perdu, c'est une vraie crise, on a vraiment perdu du pétrole qui ne passe plus par Hormuz et les prix ont augmenté, mais moins qu'en 2022. Et donc, si on fait une analyse froide de la situation, le prix devrait déjà être plus élevé. Alors, il n'est pas plus élevé parce que je pense que les traders sont tétanisés par Trump. C'est-à-dire que chaque fois que le prix monte, vous voyez, Trump fait un tweet et le prix baisse. Et donc, je pense que les traders, pour le moment, se disent on va laisser de côté le physique et puis on va essayer de trader un baril papier, puisque c'est du baril papier, pour faire... Ça veut dire quoi, pardon, du baril papier? Alors, baril papier, c'est celui que vous voyez sur l'écran. Par contre, à la bourse. Par contre, quand vous voulez acheter une vraie cargaison de Brent, c'est pas ce prix-là, c'est de l'ordre de $140 par baril aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est déjà plus cher et on peut imaginer que chaque jour où le détroit reste fermé, la crise s'aggrave. C'est-à-dire que chaque jour où le détroit reste fermé, il nous manque 11 millions de barils par jour qui ne passent pas et qui, à un moment ou à un autre, se retrouveront en déficit dans nos économies. Pour le moment, en Europe,
vous mentionnez les prix. Pour le moment, en Europe, on voit des prix qui ont un peu monté, mais en Asie, on voit déjà des pénuries. Là, ce que vous voyez dans les stations-service, ce n'est pas une pénurie. C'est le fait que les Oui, c'est parce que les prix ont été bloqués. Donc les stations Total, en l'occurrence, sont en pénurie ou commencent à l'être pour beaucoup d'entre elles parce que, comme ils sont les seuls à avoir plafonné les prix, les gens se ruent. Et c'est très compréhensible puisqu'il y a cette inquiétude, par ailleurs, de voir des prix augmenter de façon presque indéfinie. Oui, Olivier, non, je vais repasser par vous, bien sûr, Thierry Brosse. Ce qui est terrible, me semble-t-il, c'est qu'on n'est pas encore dans la crise du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire le dernier... Quand même un peu, Non, le dernier pétrolier qui nous a amené du pétrole chez nous, en France, il vient d'arriver. En fait, vous avez un temps de latence entre le moment où il passe Ormuz et le moment où il arrive. Voilà, il y a du temps, il y a à peu près un mois. Donc, le dernier qui est arrivé, il est arrivé ce week-end ou le week-end dernier au Havre. Donc, ceux qui nous manquent, ceux qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore mesuré. Donc, le prix, mécaniquement, va augmenter. Je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une anticipation, mais encore une fois, je pense que les marchés l'anticipent assez mal parce que justement, de l'autre côté, vous avez Trump qui est le seul homme politique à être capable de faire baisser les prix du pétrole. Voilà. Et parce qu'il fait des tweets rassurants. Qu'est-ce qui fait qu'on comprenne bien que de façon la plus vulgarisée possible? Pourquoi un tweet de Trump empêche la montée des prix du pétrole? Parce que il a repoussé son ultimatum de quelques heures. Eh bien, quand vous devez faire un équilibre offre-demande, est-ce que Hormuz va se débloquer ou pas? C'est essentiel pour votre calcul. Et donc, quand vous êtes un trader et que vous avez des millions sur la table, vous vous dites, je ne vais pas jouer contre ça. Mais pour le moment, je pense qu'on fait des analyses un peu biaisées et un peu optimistes. Encore une fois, je compare avec 2022, où les prix du pétrole étaient plus élevés, alors qu'on n'a pas perdu un seul baril de pétrole russe en 2022. Qu'est-ce qui pourrait caractériser une sorte de point de non-retour, que même Donald Trump ne soit plus suffisant pour réguler ces prix du marché qui pourraient de facto s'emballer? Et je pense qu'on n'est pas loin de ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a annoncé sa guerre, il a dit que ça allait durer 6 semaines. Ouais. Et finalement, à 6 semaines, on s'est tous dit, s'il y arrive, c'est gagné, et donc il y aura un peu d'agitation, mais on reviendra à peu près à l'état d'avant. Aujourd'hui, on est presque au point d'inflexion. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui, demain ou après-demain? Je ne sais pas, mais je crois que vraiment, on n'est pas très loin. Et effectivement, cette analyse du fait que les bateaux prennent un mois, on va s'en rendre compte aujourd'hui. Et la capacité de réaction du gouvernement français là-dessus, finalement, elle est quasiment nulle. C'est zéro. Elle est totalement nulle, oui. Totalement nulle. Mais je pense qu'il faut être honnête. Nous avons des gouvernants, que ce soit français ou européens, qui nous ont expliqué que le pétrole et le gaz, c'était pas bien parce que c'était des énergies fossiles, que le nucléaire, c'était pas bien parce que c'était nucléaire. Et donc aujourd'hui, on vit quelque chose qui était peut-être leur rêve, mais qui se termine comme étant notre cauchemar. C'est-à-dire qu'un monde sans pétrole, ça tourne moins bien. Et on sait qu'évidemment, d'un point de vue franco-français, le quoi qu'il en coûte 2022-2023, ce serait un suicide économique, et qu'une suppression des taxes qui représente environ 60% du prix de l'essence à la pompe, là encore, c'est non, et définitivement non de la part du gouvernement. Si on arrive dans ce scénario fiction cauchemar que vous nous prédisez, en tout cas que vous envisagez, d'un litre à 4 €, à ce moment-là, le gouvernement peut agir sur les taxes tout de même, ou s'y refuserait encore, selon vous? Mais il sera obligé d'agir, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met en économie de l'autre côté? C'est ça la vraie question. Compenser. Pour compenser, parce que là, on est bien sur un système où les marchés ne permettront pas au gouvernement de faire ça. C'est en dehors de mon domaine, mais les marchés regardent ça avec attention, et donc il va falloir que le gouvernement taille dans des dépenses inutiles. C'est très inquiétant et une forme d'impuissance totale. Michel et Éric Revel, peut-être un mot avant de retourner vers Monsieur Brosse? Oui, déjà, en dépenses inutiles, il y a l'éolien. Parce que c'est une énergie ça, on est au courant, intermittente. Pas par le film. Mais... Non, mais qui nous coûte 10 milliards. Donc, c'est de quoi... c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, à mon sens. Ensuite, Donald Trump, il a 2 armes entre les mains qu'il est en train d'utiliser. D'une part, il est en train d'autoriser les Russes à vendre du pétrole aux Indiens. Et en fait, il leur a donné l'exemption pour justement compenser les pertes sur le marché. Il y a également le fait que Donald Trump est en train de répéter énormément au niveau de l'opinion publique américaine, comme quoi il contrôle le pétrole du Venezuela. Sous-entendu, on a des réserves au cas où quelque chose se passe. Ne vous inquiétez pas, on est assis sur du pétrole, en plus du pétrole américain. Ça, c'est une chose. Mais il y a quelque chose. On n'a pas de pétrole. Non. Et il y a une chose. Des idées. Et il y a une chose qui. Et il y a une chose plus. On avait des idées. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante et qui effectivement échappe complètement à notre contrôle. C'est au-delà du détroit d'Ormuz. Il y a également ce que les Houthis peuvent faire et ce que les Iraniens peuvent faire.
Et ils nous l'ont Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de rouvrir le détroit d'Ormuz pour que la situation redevienne celle d'avant. Il y a même pire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, les Iraniens peuvent très bien frapper l'oléoduc qui va de Bakou jusqu'à Ceyhan, donc Bakou, Tbilissi, Ceyhan, c'est-à-dire Azerbaïdjan, Géorgie, Turquie, qui nous transporte vers l'Europe plus d'1 million de barils de pétrole chaque jour. Il y a également ce gazoduc qui transporte du gaz d'Azerbaïdjan vers l'Europe et qui était soi-disant une des solutions alternatives pour compenser la perte du gaz russe. Et il y a également donc à portée de tir des Houthis 2 choses extrêmement importantes. L'oléoduc Suez-Méditerranée qui traverse la mer Rouge pour arriver jusqu'en Égypte et nous amener en Europe 2 500 000 barils chaque jour. 40%. Et en plus de ça, il y a le fait que les Houthis sont en capacité de paralyser toute la production pétrolière d'Arabie Saoudite. Toute la production pétrolière d'Arabie Saoudite. Par le passé, ils ont déjà paralysé une partie d'entre elles. Et ils sont capables aujourd'hui de le refaire à nouveau et de le faire à l'échelle complète du territoire saoudien. On parle de 10 millions de barils de pétrole par jour. Et donc là, le baril ne serait pas à 118, 150 $. Le baril peut monter à 300 $ le baril. Le spectre, Éric Revel, d'un choc énergétique durable qui plane. Et c'est très concret. Quand bien même ce qui se passe, c'est à des milliers de kilomètres de chez nous. C'est très concret pour le quotidien des Français. Et on voit mal, en l'état actuel des choses, comment cela pourrait évoluer. Je peux parler du quotidien des Français dans 2 secondes, mais dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure en direct du président américain, il a parlé aussi du pétrole iranien. Donc, sous-entendu, je pourrais mettre la main sur la fameuse île de Karg, qui génère 90%. Qui est la pompe à essence de l'Iran. Le problème, c'est que le pétrole vénézuélien et le pétrole iranien ne sont pas substituables. Il y en a un qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile, le Venezuela, alors que l'Iranien, il est plus léger et plus exploitable directement. Il est proche du russe, du saoudien qu'on utilise dans nos raffineries en France. Sur ce qui est en train de se passer en France, ça va être très important demain. Parce que je regardais, je n'ai pas vu de communiqué de Total Energy. Ça veut dire qu'à partir de demain, il n'y a plus de plafonnement. Non. Donc ça veut dire que le litre de gazole qui était à 2,09 dans les 3300 stations de Total, qui est le plus gros réseau de distribution d'essence, il va évidemment augmenter et s'aligner sur... voilà, parce que évidemment, on le disait, quand vous avez un prix plafonné, les gens se ruent et la pénurie, elle est entraînée par le fait que l'essence et le gazole étaient moins chers dans les stations Total. Alors, les pays réfléchissent. Il y a baisser les taxes. Certains ont pu le faire, comme on l'a dit, Espagne, Italie, parce qu'ils ont assaini leurs finances publiques. D'autres pays, Allemagne en tête, préconisent de taxer les super profits des pétroliers. C'est évidemment très touchy comme situation, mais c'est mis sur la table. Je pense que le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de baisser la TVA. Donc mettre un petit peu plus en péril les finances publiques aussi. C'est que parce que ce que vous donnez à l'un, vous le faites perdre à l'autre. Si le prix du litre d'essence va au-delà de 3 €, là le chiffre il a été donné par le ministre du Budget ce week-end. Il a estimé que l'État avait gagné 270 millions d'euros de recettes supplémentaires. Mais attention, avec une énergie plus chère, vous avez la croissance qui ralentit, donc vous avez des recettes d'État qui diminuent, et je ne suis pas certain que même avec 270 millions de recettes supplémentaires, le bilan soit positif. Et puis j'ajoute que le prix de l'énergie, ça va impacter tous les secteurs. Tous les secteurs économiques. Là, officiellement, on a une inflation qui est remontée à 1,7% au mois de mars. N'oubliez jamais que si l'inflation dépasse 2% en Europe, la Banque centrale européenne, dont l'objectif, ce n'est pas un objectif de croissance mais d'inflation, peut très bien remonter les taux d'intérêt et entraîner une situation de croissance économique très périlleuse. C'est dingue, c'est vrai que dans des temps où on parle énormément de souveraineté dans différents domaines, voir à quel point la dépendance aux hydrocarbures continue d'être aussi prégnante dans nos existences. Alors vraiment 30 secondes parce que je voudrais qu'on conclue avec Thierry Brosse. Oui, même pas 30 secondes. Michel Fayad et Thierry Brosse ensuite. Même pas 30 secondes, ce que je voulais juste dire, c'est que le budget de l'État français a été bâti sur la base d'un prix du baril à 67 $. Et on est à plus de 110 aujourd'hui. Thierry Brosse. Mais là, je crois que la souveraineté énergétique, c'est la mère de toutes les souverainetés. Et donc, c'est ça qu'il fallait regarder. Quand vous faites un Green Deal, quand vous faites des transitions énergétiques, il faut réfléchir à comment être souverain et il faut réfléchir aussi à comment accompagner nos concitoyens. Parce que dire on veut absolument être vert sans en avoir les moyens, ça ne marche pas. Et on le voit aujourd'hui. Le gouvernement croit pouvoir attendre. Il se dit que la hausse du prix du gaz sera amortie par la période de moins de consommation du printemps. C'est un faux calcul ?
C'est un faux calcul puisque pendant le printemps, il va falloir restocker le gaz dans les stockages souterrains et qu'aujourd'hui, ils sont assez vides. Et donc, on va devoir se battre pour avoir des cargaisons et se battre contre les Asiatiques. Et cette fois-ci, les Asiatiques, ce n'est pas le Bangladesh et le Pakistan. Les Asiatiques, c'est le Japon et la Corée du Sud. On pourrait se retrouver dans une crise sociale extrêmement forte. Et le spectre de mouvement des Gilets jaunes est plus proche que jamais, Olivier. Il y a un sondage. Évidemment, il y a 8 Français sur 10 qui souhaitent que le gouvernement agisse et fasse quelque chose. Évidemment. Il devrait y avoir des nouvelles mesures qui vont être annoncées. Mais alors toute nouvelle hausse des prix sera perçue comme une preuve d'impuissance du gouvernement aussi. Il va y avoir des nouvelles mesures qui seront annoncées cette semaine. C'est à la marge, c'est rien du tout. C'est-à-dire que peut-être les infirmiers libéraux, peut-être les taxis qui manifestent et qui mettent la pression, évidemment, mais ça ne sera pas des chèques pour tout le monde. Donc pour l'instant, la décision de faire baisser la TVA à la pompe, c'est hors de question. Pour l'instant, baisser les taxes, c'est hors de question. Et puis, le pétrole, c'est pas que l'essence. Le pétrole, ça a des répercussions sur beaucoup de choses. La fabrication d'énormément de matières, de plastique notamment. Évidemment, donc on va payer tout plus cher. Et les prix du kérosène vont augmenter, et a déjà augmenté. Donc l'avion va être plus cher. Prenez le train, pour l'instant, c'est le seul qui n'a pas augmenté. Il y a certains pays qui ont demandé et qui font la gratuité des transports en commun. C'est le cas au Pakistan, c'est le cas à Islamabad, en Australie, etc. Il y a un certain nombre mais ils sont obligés, en fait. L'Asie et tous ces pays-là sont obligés. Il n'y a plus rien. Il va se poser la question quand même aussi peut-être de l'achat du pétrole russe à nouveau, parce qu'on peut peut-être se permettre... Vous croyez qu'Emmanuel Macron va aller voir M. Poutine pour lui acheter du pétrole en Ukraine? Non, vous êtes marrant. Non, juste ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas se permettre à très long terme de se priver et du pétrole du Moyen-Orient et du pétrole de Russie. Donc à un moment donné, on va devoir faire un arbitrage. On peut aller jusque-là? Il va falloir choisir entre avoir froid ou reprendre du pétrole russe. Voilà. Reprendre du pétrole russe. Il y a l'été avant. Oui, c'est vrai, il y a l'été. Et puis il peut se passer beaucoup de choses également autour de cette guerre qui conditionne complètement l'actualité qu'on est en train de traiter. Mais redisons bien, la réouverture du détroit d'Ormuz n'est pas la condition sine qua non à un retour à la normale. Nécessaire, mais pas suffisant. Nécessaire, mais pas suffisant. Parfaitement. En maths, quand on fait exactement. Merci beaucoup Thierry Brosse pour cet éclairage. Professeur Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Vous ne nous avez pas rassuré, mais vous nous avez éclairé. Et c'est déjà très bien. On marque une très courte pause sur CNews et Europe 1. Peut-être cette image, David Poujol, en direct pour les téléspectateurs, que je décris à nos auditeurs. La conférence de presse de Donald Trump et cette salle de conférence de la Maison-Blanche qui est en train de se mettre en place. Le rendez-vous, ce sera à 19h en direct. D'ici là, on se retrouve dans une poignée de secondes. Justement, on reviendra sur les derniers développements en Iran et bien sûr, ce sauvetage miraculeux, historique de cet officier aviateur américain. On vous en donne les coulisses dans un instant. À tout de suite.